Mardi 2 décembre, l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, un JT présenté par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, on fait un point sur votre météo de demain et c'est la grisaille qui est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires minimales 4 degrés et maximales 10 degrés demain après-midi. À la une, un appel à manifester peu suivi aujourd'hui. Les syndicats lançaient un mouvement de grève pour dénoncer l'austérité et obliger le gouvernement à revoir son budget. À Tours, ils sont à peine 500 à être descendus dans les rues. À 3 jours du Téléthon, nous écouterons ce soir le témoignage de Thomas Bruno, notre invité. Il est lui-même atteint de myopathie des ceintures, une maladie rare pour laquelle la recherche tente d'avancer, notamment grâce au levée de fonds chaque année lors du Téléthon. Et puis une page de justice avec le procès d'un homme de 33 ans à Tours. Il est soupçonné d'avoir tiré sur des jeunes avec un fusil de chasse, blessant grièvement plusieurs d'entre eux à Montlouis-sur-Loire. Le parquet a requis 8 ans de prison ferme. On reviendra sur cette affaire et le délibéré tout à l'heure. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, rénovation énergétique. Quelles sont les obligations légales des propriétaires et des locataires? On se posera la question avec Pauline Cardozo, conseillère juriste au sein de l'ADIL France Rénov 37, qui sera sur notre plateau d'ici à quelques minutes. Mais d'abord, on revient sur cette manifestation contre l'austérité qui avait lieu aujourd'hui un peu partout en France. 4 syndicats appelaient à une journée de grève et de mobilisation, un appel national pour contraindre le gouvernement à revoir son budget, évoquant des régressions nombreuses et graves, toujours présentes dans le texte. Alors cette manifestation a été toutefois peu suivie. À Tours, seules 400 personnes selon la police, 550 selon les syndicats sont descendues dans les rues. Gabriel Ziard et Gaël Enanf. Pouvoir d'achat en berne, insécurité de l'emploi ou encore hausse du prix de l'énergie, les manifestants se sont rassemblés ce matin pour exprimer un véritable ras-le-bol. Nous sommes ici également pour dénoncer une situation qui devient insupportable. On le voit bien quand on va faire nos courses tous les jours, on le voit sur nos salaires qui n'augmentent pas depuis presque des décennies pour certains. Moi je vois surtout par rapport à mes enfants, mes petits-enfants qui ont du mal à s'en sortir matériellement. Il y a eu aussi une baisse des APL sur les logements Crous cette année. Il y a eu une augmentation des loyers. Ça impacte directement les étudiants. La nourriture qui augmente. Donc forcément, les cadeaux de Noël, c'est beaucoup plus compliqué. Si les doléances sont nombreuses dans le cortège, tous s'accordent sur un sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics, et ce, au détriment de la santé des travailleurs. Des remplacements en retraite qui ne sont pas remplacés, des arrêts longs qui ne sont pas remplacés et beaucoup d'auto-remplacements, remplacements. Au bout d'un moment, la machine, elle craque, quoi. Malgré l'appel à la mobilisation lancé par la CGT, la FSU et Solidaire, tous les syndicats n'ont pas battu le pavé, une absence regrettée par certains manifestants. Oui, je déplore effectivement que tous les syndicats ne répondent pas présents à cet appel. Ceci dit, on est patient, on continuera à travailler avec ces syndicats pour essayer de construire une unité forte. En tout, ce sont un peu plus de 400 personnes qui se sont rassemblées dans les rues Tourangelle. Un chiffre en nette baisse par rapport aux dernières mobilisations de septembre qui avaient rassemblé des milliers de manifestants. J-3 avant le Téléthon. Cette année, ce seront les 5 et 6 décembre qu'aura lieu la manifestation. Oui, cet événement caritatif est organisé chaque année depuis 1987 pour donner de la visibilité aux myopathies et autres maladies génétiques rares. Et puis lever des fonds pour financer des projets de recherche. On estime que 3 millions de personnes sont concernées par une maladie rare en France. Alors l'un d'entre eux témoigne ce soir sur notre plateau. Bonsoir. Thomas Bruno, vous avez 33 ans. Et vous êtes atteint de myopathie de la ceinture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, c'est quoi cette maladie? Oui, bien sûr, c'est une maladie qui est dégénérative. Donc en gros, elle atteint les muscles, elle empêche les muscles de se reproduire et elle fait perdre du tonus, de la motricité et donc affecte tous les muscles du corps. Et la mienne, des ceintures, n'atteint pas les organes. Voilà. Ça veut dire que ça impacte comment votre quotidien? Mon quotidien, j'ai besoin d'aide quand je me lève, quand je m'habille, quand je vais au travail. J'ai besoin d'une assistance, aussi d'une sécurité pour vérifier que je ne tombe pas. Quand je sors à l'extérieur, j'ai un fauteuil roulant et chez moi, j'ai une canne. Tout le quotidien est impacté du lever au coucher. Où en est la médecine sur cette maladie aujourd'hui? Alors la médecine avance très vite. On
La question principale, c'est toujours le financement. Avec le Téléthon, justement, ils ont un Généthon, donc un laboratoire spécialisé, qui travaille sur des solutions et des process. Maintenant, ils font des essais, mais pour l'instant, pour la myopathie des ceintures, les essais sont pas concluants. En tout cas, on avance petit à petit, mais évidemment, à mon goût, pas assez vite pour être guéri. Toujours pas de traitement aujourd'hui? Non, la mienne, non. De guérir de cette maladie. Vous avez besoin, vous l'avez dit, d'un fauteuil roulant. Vous avez peut-être besoin d'aménagement chez vous. Oui, bien sûr. Ou par exemple de rendez-vous médicaux ou spécialisés. Pour financer tout ça, vous bénéficiez d'aide? Oui, alors déjà, je suis pris à 100% en rapport, les rendez-vous en rapport avec ma maladie. Donc avec la carte vitale, 100%. Et ensuite, le département met en place des aides et des financements pour nous aider dans notre quotidien, que ce soit dans mon appartement ou à l'extérieur. Tout ça, c'est assez lourd administrativement, j'imagine, pour faire des demandes. Mais vous pouvez être accompagné, notamment par l'AFM Téléthon, qui est une association qui accompagne les personnes atteintes de maladies comme la vôtre. Tout à fait. J'ai fait appel au Téléthon et qui m'ont redirigé vers la branche de l'Indre-et-Loire, qui m'ont présenté une référente sociale gratuitement qui peut aider à mettre en place tout ce qui est autour du handicap et qui concerne le handicap. Des rendez-vous avec la MDPH, des rendez-vous avec le département, des rendez-vous avec les équipementiers, les ergothérapeutes, pour pouvoir faciliter cette charge mentale qui est très conséquente. Et on peut venir avec vous au rendez-vous? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un suivi? Oui, ils viennent chez moi, ils viennent à l'extérieur, ils nous accompagnent, ils prennent leur temps et nous, on ne débourse rien. C'est l'avantage. Ça permet aussi d'accompagner les familles, parce qu'on pense aux malades, on pense à leur entourage aussi. Bien sûr, oui. Justement, je fais partie de la délégation d'Indre-et-Loire. Nous sommes des bénévoles qui mettons en place des ateliers, des interventions par des spécialistes pour aider les familles qui sont un peu malheureusement dépourvues d'aide et aussi de communication. Donc moi, je suis à la communication de la délégation. Ça permet de rendre tout cela un peu plus accessible, malheureusement. Je crois d'ailleurs que un autre sujet un peu, mais qui est en lien avec le fait que vous manquez un peu de visibilité. Ces maladies manquent un peu de visibilité. Mais vous avez participé aux 10 km de Tours il y a 2 mois. C'était comment? Racontez-moi. C'était incroyable. C'est à l'initiative de mes meilleurs amis qui se sont dit allez, on va donner de la visibilité, on va faire une action commune. Ils ont donc cherché des sponsors, un sponsor pour un fauteuil, des sponsors pour lever un peu des fonds aussi pour ma maladie. Et donc on a mûri grandement pendant 8 mois avec l'organisation de Tours, des 10 km. Et c'était incroyable. J'ai été suivi par des journalistes, des vidéastes et puis tous mes amis qui ont poussé le fauteuil tout le long des 10 km avec toutes les familles sur tout le parcours. C'était une expérience, ça vous a apporté quoi? Parce que vous n'aviez jamais fait une course comme ça? Non, pas du tout. Alors moi, déjà une grande fierté de voir mes amis tous se rassembler parce qu'au final, on a besoin de ça. On a besoin de rassemblement, d'aide, on a besoin de visibilité, on a besoin d'être entendu et surtout d'être soutenu. Moralement, physiquement aussi. Et donc, moi, une grande fierté, ça m'a donné l'envie de continuer, que ce soit sur Tours ou autre part. Et vraiment, une image forte, en tout cas. Merci beaucoup Thomas Bruno d'être venu témoigner sur notre plateau. On le rappelle quand même, le Téléthon, ce sera donc les 5 et 6 décembre prochains. Mais on peut donner toute l'année. Toute l'année. On peut faire un don. Oui, sur le site à de l'AFM Téléthon. Exactement. Donc le site, c'est afm-téléthon.fr. Oui, exactement. Merci beaucoup Thomas Bruno. Puis on rappelle les 4 chiffres magiques à composer tout au long du week-end, le 36, 37 pour donner dans le cadre de cet événement. Justice à présent dans ce journal, Faustine, avec cet homme devant la cour criminelle d'Indre-et-Loire depuis hier dans l'affaire des coups de fusil à Montlouis-sur-Loire. Oui, c'était le 8 septembre 2023. Un groupe de jeunes avait été visé par des coups de fusil de chasse, causant de graves blessures à certains d'entre eux, dont une infirmité permanente de la vision pour l'un. Alors, l'arme n'a jamais été retrouvée, mais l'enquête a convergé vers un homme d'une trentaine d'années. Il a été condamné aujourd'hui à 7 ans de prison ferme et 15 ans d'interdiction de détention d'armes. Lucas Chopin. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, la vendetta, la justice doit y mettre un terme. C'est d'ailleurs avec ces mots que l'avocate générale a initié son réquisitoire, car c'est bien ce qui est reproché à David B. L'homme de 33 ans est en effet accusé de violence avec arme ayant entraîné une infirmité permanente sur une victime et des incapacités totales de travail sur 2 autres, le tout commis avec un fusil de chasse. Mobile envisageait venger son petit frère agressé par 2 fois. Aujourd'hui, plusieurs indices l'accablent, récits de témoins visuels, traces de poudre d'armes
dans sa voiture ou sur ses vêtements. Personnalité impulsive, des arguments tous contredits par ses avocats qui réclament l'acquittement. Convaincu de sa culpabilité, l'avocate générale a requis 8 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'accusé. Des réquisitions proportionnées selon l'avocat des parties civiles, mais qui, quoi qu'il arrive, ne peuvent réparer les dommages causés aux victimes. Les parties civiles, ce qu'elles attendaient, c'était une reconnaissance des faits, une explication face à l'évidence. Enfin, c'est l'ADN, les traces de tir, le fait qu'ils soient reconnus sur les lieux des faits, le fait que l'ensemble des témoins, y compris ses proches, disent que voilà, on ne lui avait pas demandé de passer à l'acte comme ça. Certes, il y avait des conflits au sein de la ville de Montlouis, mais on en était resté au point, entre guillemets. La justice s'en était emparée. Lui, il a décidé d'un acte démesuré, pénalement répréhensible et démesuré. Ce midi, la mère de Matteo, qui a perdu un œil et qui risque à tout moment de devenir totalement aveugle, nous a confié espérer une reconnaissance des faits et des excuses de la part de l'accusé. Des excuses qui soulageraient sa conscience et aideraient la victime et leur famille. Une attente qui ne sera pas satisfaite. Toujours en justice, institutions judiciaires, professionnelles et associations signaient un cahier des charges de la mise en place du dispositif de justice restauratrice. Oui, la justice restauratrice, c'est un dispositif inspiré du système canadien présent dans le code pénal français depuis 2014, mais qui est encore peu développé. Le principe proposé à des victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans un cadre sécurisé en compagnie de professionnels et de bénévoles formés à la médiation. Alors l'objectif est d'aider à réparer les dommages subis par la victime, de réduire les risques de récidive et de favoriser la réinsertion des auteurs condamnés. Gabriel Ziard a rencontré Alexandra Marquez, l'une des psychologues du dispositif, avec Gaël Hénan. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots ce que c'est que la justice restaurative ? Alors, la justice restaurative, c'est un espace de dialogue qui permet à une personne auteur et à une personne victime de participer activement à un échange. Les personnes infracteurs et victimes sont liés par la même affaire. À travers les entretiens préparatoires et à travers les 5 rencontres, ils vont pouvoir progressivement se présenter par les deux et des effets que cette infraction a eu dans leur vie. Et cet espace a été surtout pensé pour des crimes ou délits graves. Et dans quel domaine, sur quelles thématiques vont avoir lieu ce processus de justice restaurative dans le Loir-et-Cher ? Grâce à ces cahiers des charges que nous venons de signer aujourd'hui, on commence à recueillir des demandes autour de violences sexuelles faites sur mineurs, puisqu'il y a une énorme demande de la part des victimes. À travers France Victimes, on le sait, mais aussi les services pénitentiaires a énormément d'auteurs qui sont intéressés. Et puis les taux sont assez élevés dans cette matière, donc on pourra commencer par cela, mais nous savons aussi que d'autres crimes ou délits graves concernant par exemple les délits routiers et puis les homicides involontaires, volontaires, en fait, du moment où il y a des victimes et des personnes infracteurs qui sont intéressées, et puis que les demandes s'accumulent, nous pourrons quand même aborder tous ces sujets. Et, vous le disiez pendant la réunion, d'autres pays ont déjà mis en place ce système, donc le Canada, la Belgique. Quels sont les bienfaits finalement de la justice restaurative pour les victimes comme pour les auteurs ? Ces processus dynamiques permettent de restaurer quelque chose autour du lien social et de la paix sociale, d'où l'importance de ce type de mesures. Parce qu'il y a un impact individuel dans le parcours et l'histoire, soit victimologique ou criminologique, mais aussi un impact social sur toute la communauté. Aujourd'hui, comme on est très sensible au sujet, par exemple, des violences sexuelles, aux violences de genre, violences faites aux enfants. Donc les thématiques justement qui vont être abordées dans ces rencontres, ça va être à partir des demandes qui vont être recueillies grâce à la sensibilisation et à l'information. Et merci à Gabriel Ziard pour la présentation de ce dispositif de justice restaurative ce soir. La campagne pour les municipales de Blois, Faustine, connaît un nouveau rebondissement.
Oui, Mathilde Desjonquers rejoint Malik Benaksha. Les deux candidats de droite et du centre ont annoncé présenter une candidature commune. Une première pour l'opposition blésoise qui espère que par ce biais montrer une image unie face à une gauche divisée. Malik Benaksha conduira la liste unie pour Blois et Mathilde Desjonquers en sera la numéro 2 avec dans l'idée pour elle de briguer la présidence d'Aglopolis. Et puis demain se tiendra le congrès des maires d'Indre-et-Loire. Plus de 2000 élus venant des 272 communes du département sont invités à y participer. À cette occasion, ils ont répondu à une enquête diligentée par l'association des maires d'Indre-et-Loire. Il en ressort une hausse des agressions verbales et physiques à l'encontre des élus, mais aussi un bilan budgétaire difficile pour les communes avec un projet de loi de finances 2026 qui prévoit de ponctionner davantage les collectivités, si bien que 56% des maires d'Indre-et-Loire entendent augmenter leurs impôts locaux en 2026. Mais malgré les difficultés, il reste engagé. Écoutez Cédric De Oliveira, président de l'association des maires d'Indre-et-Loire. Il n'y a pas de crise de vocation actuelle puisqu'un certain nombre de maires, voyant que la crise était profonde dans le pays, ont décidé ou vont décider de repartir pour stabiliser le bateau communal. Et souvent, ça s'est fait à la demande des équipes municipales, mais aussi de leurs habitants. Donc, ce qui veut dire que les maires ont aussi le sens de la République. Et s'il y a bien un mandat électif qui tient le pays, c'est le maire. En sport à présent, tirage favorable pour Blois en 32e de finale de Coupe de France. Oui, seul club de Centre-Val de Loire encore en lice avec Orléans. Le Blois Foot 41 qui évolue en National 2 affrontera le Bayeux FC, une équipe de Régional 1. Alors les Blésois seront reçus en Normandie probablement le 20 décembre. On suivra ça avec intérêt évidemment dans notre journal de Val-de-Loire TV. Pour finir ce journal, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invitée Pauline Cardozo, conseillère juriste au sein de l'ADIL France Rénov 37 pour répondre à cette question. Rénovation énergétique, quelles sont les obligations légales des propriétaires envers les locataires? Bonsoir Pauline et bienvenue sur notre plateau. Alors déjà on va rappeler quels sont les logements qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une rénovation énergétique aujourd'hui? Alors on va être sur les logements qui sont classés G depuis 2025, les logements classés E à partir de 2028 et les logements classés F pour 2028 et classés E pour 2034. Parce qu'il y a une évolution évidemment dans le temps de cette classe énergétique. Absolument, oui. S'il n'y a pas de modification, le calendrier reste tel quel. Et donc ça, c'est une obligation si on veut le louer, notamment. Exactement, on va être sur des obligations légales. Donc on ne pourra pas louer si on fait partie de ces catégories, ces classes énergétiques. Et après, il y a une contrainte aussi au niveau de la non-décence. C'est-à-dire que les bailleurs sont dans l'obligation de faire des travaux si on rentre dans les passoires énergétiques cités. EFG, et on a également d'autres non-conformités pour lesquelles les bailleurs sont concernés. Alors si mon logement n'est pas une passoire énergétique, est-ce que je suis aussi, sur certains aspects, dans l'obligation de faire des travaux bien spécifiques? Oui, on va avoir tout ce qui est travaux qui ressortent de la vétusté, pour lesquels il y a des choses à mettre en place. On doit louer un logement en bon état d'usage et avec des équipements en bon état d'usage et de fonctionnement. Donc dès qu'on sort de cette catégorie-là, on doit mettre en place des travaux. Et après, tout ce qui est non-décence, insalubrité, donc le bailleur doit entreprendre des travaux. En tant que futur locataire, c'est aussi quelque chose qu'on doit regarder lors de la visite, justement, de ne pas avoir cette vétusté, voir si tout est correct au niveau du logement, au-delà évidemment de cet aspect énergétique. Oui, il est impératif de faire attention. Alors, on peut avoir une certaine tension sur le marché locatif, donc les locataires tendent à ne pas faire attention à ce genre de choses. Et ça peut être compliqué par la suite de se faire entendre auprès du bailleur, mais c'est pour ça qu'il faut insister lors de la première visite. Justement, je suis locataire d'un logement, j'ai un souci par rapport à la rénovation énergétique. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que j'ai mon mot à dire? Et est-ce que le propriétaire doit faire quelque chose par rapport au logement? Alors, si on est en dehors des catégories F, E et G, là, ça va être compliqué. Après, on a toujours le droit de demander des travaux si on est dans la non-conformité, la non-décence, la vétusté. Et dans ces cas-là, on entreprend un courrier recommandé avec accusé de réception. Pas de réponse, conciliation, on tente quelque chose à l'amiable. Et après, le tribunal, si malheureusement ça n'aboutit pas. En qualité de bailleur, est-ce qu'on peut être exonéré de cette rénovation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de ne pas avoir l'obligation de faire ces rénovations? Alors, on va avoir les contraintes architecturales. Sur tous les bâtiments, on ne peut pas entreprendre de rénovation énergétique. Et on va avoir également si l'ampleur des travaux est telle que la valeur du bien elle est dépassée par cette ampleur.
Dernier élément, il y a des aides qui existent, elles sont un petit peu fluctuantes, on en parle en ce moment, il y a un vrai flou pour les gens qui nous regardent. Il y a des aides qui existent quand même, donc il faut se renseigner, suivre l'évolution. C'est ça, on va avoir MaPrimeRénov' qui existe toujours, geste par geste, rénovation globale, on va avoir Loc Avantage, on va avoir un doublement du plafond du déficit foncier, il y a plein de petits dispositifs, même des aides locales qui existent. Alors, sur la métropole de Tours, ça va être le service Artemis qui va pouvoir informer. Et en dehors, on va être sur France Rénov', détenu par la DIL. Adil37.fr, si on veut un peu plus d'informations, on se renseigne, on appelle Pauline Cardozo. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Pauline Cardozo, conseillère juriste au sein de la DIL France Rénov' 37, d'être venue sur notre plateau ce soir. Avant de se quitter, on rappelle le principal titre, Faustine. Une mobilisation contre l'austérité peu suivie aujourd'hui à Tours. Seules 400 personnes selon la police et 550 selon les syndicats sont descendus dans les rues. Ils réclamaient aussi une révision du texte du budget, notamment la suppression de mesures jugées régressives par les syndicats. Merci beaucoup, Faustine. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.